Je voulais intituler cette vidéo « Nos compatriotes pillent l'Amérique » ou « Nos voleurs sont les meilleurs ». Mais ensuite j'ai compris que, on ne fait pas que piller. Et donc en quelque sorte, le sous-texte ou la mission principale de cette vidéo sera « Qu'est-ce que l'émigration de l'ex-URSS a apporté à l'Amérique et qu'est-ce qu'elle lui a volé ?» Le même flux de personnes, fuyant le même empire effondré, a donné au monde Sergey Brin, le cofondateur de Google. Et ce même flux a donné au monde les organisateurs de la plus grande escroquerie à Medicare de l'histoire des États-Unis pour plus de 14 milliards de dollars. Ce n'est pas une contradiction. Ce sont deux phases d'une même histoire que je veux aujourd'hui raconter entièrement, sans rien omettre, sans fermer les yeux sur aucun aspect. La vérité ne se trouve pas dans une seule couleur, mais dans le mélange des couleurs. Je veux que vous regardiez maintenant une vidéo, elle ne dure que 40 secondes, sur la façon dont 324 personnes à travers toute l'Amérique ont été arrêtées lors de descentes de la police fédérale. Ils feront face à des accusations très graves. Une part assez importante de ces personnes sont nos anciens compatriotes à vous et à moi. Commençons comme on dit par eux, puis nous parlerons du reste. Bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Gagliotti. Je dirige le département criminel du ministère de la Justice. Merci à tous de nous rejoindre pour annoncer la plus grande opération coordonnée contre la fraude dans la santé de l'histoire du ministère de la Justice. Aujourd'hui marque un moment décisif dans notre lutte pour protéger les contribuables américains contre les fraudeurs et pour préserver l'intégrité du système de santé américain. Aujourd'hui, nous annonçons l'inculpation de 324 personnes pour leur implication présumée dans des schémas de fraude dans le secteur de la santé liés à de fausses demandes de remboursement, pour un montant d'environ 14 600 millions de dollars déposés auprès des programmes Medicare, Medicaid et d'autres programmes médicaux. Un peu plus tard, je vais vous raconter l'histoire d'une écrivaine russe qui a émigré de Saint-Pétersbourg il y a presque 100 ans, dont le nom est connu aujourd'hui. Je ne le connais pas. Que connaît aujourd'hui tout Américain qui s'intéresse aux idées de liberté et dont l'histoire vous surprendra peut-être par la profondeur avec laquelle elle est tissée dans l'identité américaine. Mais chaque chose en son temps. L'émigration de l'URSS et de l'espace post-soviétique vers les États-Unis ne s'est pas faite, disons, en une seule vague. Je distinguerai 3 vagues distinctes. La première, c'est l'émigration juive depuis l'Empire russe à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Ils fuyaient les persécutions, la zone de résidence, les pogroms, la pauvreté, l'impossibilité de s'élever, de percer pour mener une vie normale. La deuxième, c'est l'émigration juive des années 70 et 80, lorsque le pouvoir soviétique, sous la pression de l'Occident, a commencé à laisser partir les juifs refusniks. Avant, il y avait seulement 50 000 juifs, puis l'accord sur le blé avec Kissinger, d'autres ensuite, puis les refusniks. C'étaient généralement des personnes très instruites, ingénieurs, médecins, musiciens, joueurs d'échecs, sans possibilité d'avancement en Union soviétique. Elle était bloquée par l'antisémitisme d'État. Et la troisième vague massive des années 90 après l'effondrement de l'URSS, où les gens partaient non seulement pour des raisons ethniques ou idéologiques, mais aussi pour des raisons purement économiques. Des ingénieurs, des programmeurs, des médecins et même des représentants des milieux criminels, soyons honnêtes, qui ont vu dans le chaos de la désintégration non pas une tragédie, mais une opportunité. Et c'est justement cette stratification, 3 vagues, des motivations différentes, des couches sociales différentes. J'appartiens à la deuxième soi-disant vague, si on la classe de la manière que je viens de décrire. C'est justement cela qui explique le résultat final. La contradiction du résultat final. Eh bien, commençons par le côté positif, et croyez-moi, il est immense. Sergey Brin. Moscou, né en 1973. Son père est mathématicien. Il n'a pu ni soutenir sa thèse de doctorat, ni obtenir un poste à la hauteur de son talent, car il était juif. La famille a émigré aux États-Unis en 1979, lorsque Sergey avait 6 ans. 2 décennies plus tard, il est déjà diplômé de Stanford avec Larry Page. Il a fondé l'entreprise qui est aujourd'hui synonyme du simple fait de chercher des informations. Google. Allez et cherchez sur Google, nous dit-on. Jan Koum, fondateur de WhatsApp, né à Kiev en 1976. Il a émigré avec sa mère aux États-Unis en 1992, je pense, quand le système soviétique s'était déjà effondré. Il vivait avec des bons alimentaires dans un petit appartement modeste à Mountain View.
20 ans plus tard, Facebook a acheté sa société pour 19 milliards de dollars. Max Levchin. Lui aussi est né à Kiev. Il a émigré en 1991, pratiquement au moment de la chute de l'Union soviétique. Il est devenu cofondateur de PayPal, une entreprise qui, sans exagération, a changé la façon dont le monde entier s'envoie de l'argent sur Internet. Ce n'est pas une histoire isolée ou accidentelle, c'est une trajectoire typique pour toute une génération. La fuite d'un système qui étouffait le talent vers un pays où ce talent pouvait se traduire par des résultats concrets. La liste pourrait continuer. Ce ne sont plus seulement des noms issus de la technologie. Mikhail Baryshnikov, danseur légendaire. Garry Kasparov, Mila Kunis. Elle est née à Tchernivtsi. Elle a émigré en 1991. Elle est devenue l'une des actrices les plus demandées à Hollywood. Et bien sûr, la musique. Vladimir Horowitz, Mstislav Rostropovitch. Mais si l'on ne parle que des stars, cela ne représente que la partie émergée de l'iceberg. Et à mon avis, la partie la plus importante, c'est ce que l'émigration soviétique et post-soviétique a apporté à l'Amérique. Il ne s'agit pas de quelques génies isolés, mais d'une classe moyenne solide et instruite. Des ingénieurs qui sont devenus programmeurs dans la Silicon Valley bien avant que cela ne devienne à la mode. Des médecins qui, après avoir repassé des examens et validé leurs diplômes, ont comblé le manque de personnel médical dans des régions entières du pays. Des scientifiques devenus professeurs à Princeton, Berkeley et Omitin. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les personnes originaires de l'ex-URSS forment l'un des groupes d'émigrés les plus instruits de l'histoire de l'émigration américaine. La proportion de personnes ayant fait des études supérieures parmi eux est nettement plus élevée que la moyenne nationale. Et ce n'est pas une abstraction. Ce sont des milliers de petites entreprises, des cabinets dentaires, des cabinets de comptabilité, des startups informatiques, des restaurants, des ateliers, qui ont été fondés par qui ? Par des personnes qui sont arrivées avec une seule valise, sans connaître l'anglais, et qui, 10 ans plus tard, sont devenus propriétaires de leur propre entreprise. Que faisaient-ils ? Ils envoyaient aussitôt leurs enfants dans les meilleures universités. Brighton Beach, Forest Hills, là-bas, Summit Park Hills, Sun Hills, Sunny Isles Beach en Floride. Ces quartiers n'étaient pas construits par un programme d'État, mais par le travail de milliers de familles ordinaires qui faisaient exactement ce que doit faire une immigration saine. Ils travaillaient, étudiaient, investissaient. Dans leurs enfants aussi. En une génération, ils devenaient indiscernables de toute autre famille américaine de classe moyenne. Eh bien, à part l'accent léger ou prononcé des parents. Et puis, il y avait les pirojkis, avec la salade Olivier, sur la table de fête. Les mêmes quartiers là-bas, Brighton Beach, Queens, qui ont produit des milliers de médecins, d'ingénieurs et d'entrepreneurs honnêtes, sont en même temps devenus, selon les statistiques des autorités fédérales, des endroits avec l'un des taux de fraude les plus élevés à Medicare et Medicaid du pays. Le même quartier d'immigrants. Des sources de médecins et d'organisateurs de fausses cliniques qui facturent des services jamais rendus. Comment est-ce possible ? C'est simple, toute grande diaspora n'est pas un bloc uni, mais le reflet de toute une société. Avec toutes ces couches, y compris ce petit pourcentage qui, dans n'importe quel pays du monde, est prêt à enfreindre la loi s'il voit une opportunité et un contrôle insuffisant. La question n'est pas celle du caractère national, mais celle des conditions systémiques qui ouvrent ou ferment cette possibilité. Messieurs, il me reste encore une caisse et demie, c'est-à-dire probablement une trentaine de recueils de nouvelles invendus. Comme je l'ai dit, il y en avait, je ne sais pas, peut-être 100 ou 120, et ceux que par hasard je n'avais pas remarqués, que j'ai trouvés cachés dans le garage. Je pense qu'environ 80 exemplaires ou plus ont déjà été vendus. Je pense que les autres seront également vendus très prochainement. Mais si vous le souhaitez, alors commandez-les, indiquez ce que vous voudriez que j'écrive sur la première page. Je signerai bien sûr. Par exemple, Matcha, joyeux anniversaire de l'auteur, ou Notre train blindé est sur la voie de garage. Et ma signature. Donc ce que vous voulez, je l'écrirai, sauf des choses méchantes ou vraiment indécentes. Vous trouverez un lien dans la description. Et là, lorsque vous remplirez l'adresse lors de l'achat, il y aura la possibilité de laisser un message. Indiquez ici le nom du client et le texte à rédiger. Si vous souhaitez juste une signature, écrivez « signature ». D'accord ? Le livre coûte 20 $ et l'envoi dépend du fait que vous viviez aux États-Unis ou quelque part outre-mer. Malheureusement, l'envoi outre-mer est assez cher. Par précaution, je vais répéter.
envoyez le message indiquant l'inscription que vous souhaitez à l'adresse email rtfacomerton.global. Nous l'écrirons aussi ci-dessous. Des histoires de ma vie. Eh bien, disons plutôt drôles, je dirais. En tout cas, les gens affirment qu'ils ont ri. Les premières ont probablement été écrites vers 1973, et ainsi de suite, une ou deux à la fois, pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Elles ont toutes été publiées plusieurs fois dans des périodiques dans de nombreuses langues. L'un d'eux, Guberland, les a incluses dans son livre intitulé « Récits d'un soldat inconnu ». Le soldat inconnu, c'est moi. Oui, donc mes récits circulaient, ils étaient traduits à partir de langues étrangères vers d'autres langues étrangères. Donc il est arrivé parfois que mon nom se perde en chemin. Ou il était tellement modifié que je ne l'aurais pas reconnu. Donc ne soyez pas surpris. Par exemple, depuis le japonais, non. Si un texte que vous lisez n'a pas d'auteur ou porte un autre nom, vous pourriez dire « Il l'a volé, je l'ai déjà lu ». De toute façon, je vous garantis que cela vient de ma propre vie. Et je vous garantis qu'une partie de cela est vraie. N'est-ce pas? Je ne dirai pas quelle partie. C'est vrai. Voilà, encore une fois, le lien est en bas. C'est tout. On retourne maintenant aux affaires courantes. Voilà maintenant Bess Précrasse. La partie de l'histoire à l'origine de la discussion dans les actualités. Brighton Beach et Coney Island figurent depuis des décennies dans les rapports des autorités fédérales comme des zones ayant l'un des taux de fraude les plus élevés. Et en particulier avec les programmes gouvernementaux, y compris les programmes médicaux. En février 2012, le plus grand système de fraude à l'assurance No Fault de l'histoire des États-Unis y a été découvert. L'opération était menée directement depuis Brighton Beach. Irina Shelikova, propriétaire de 3 cliniques à Bay Beach, a organisé une fraude de, combien déjà ? 77 millions de dollars. Elle payait des patients âgés, des pots de vin pour leur donner, leur numéro et leur silence. L'enquête a utilisé une caméra cachée directement dans son bureau. Verdict, 15 ans de prison. Alexandre Bourman a organisé 6 cliniques à Brooklyn, où les employés payaient en espèces des personnes âgées et défavorisées pour qu'elles viennent passer des examens totalement inutiles et autres choses du genre. Les cliniques facturèrent donc le gouvernement pour un total de 26 millions de roubles. 10 ans de prison. En 2011, il me semble, il y avait 360 agents fédéraux. C'était une opération de grande envergure. New York, Miami, Détroit, Houston, Bâton Rouge. Près de 100 personnes ont été accusées de fraude pour $250 000. Ah, il me semble, pour chaque personne. Dans l'un des bureaux où s'organisaient les pots de vin, il y avait une affiche soviétique avec l'inscription « Ne bavarde pas ». Quelqu'un a dû bavarder, on dirait. En 2005, l'histoire a pris une toute nouvelle ampleur. Opération Gold Rush, la plus importante en termes de préjudice. Plus grande escroquerie de l'histoire du ministère de la Justice américain. Oh là là! Une organisation transnationale, basée en Russie et dans d'autres pays, a racheté des dizaines de sociétés médicales à travers tout le pays via un réseau de propriétaires fictifs et a soumis de fausses factures à Medicare pour, vous êtes prêts, 10,6 milliards de dollars. Pour des cathéters que personne n'a commandés, que personne n'a reçus, en utilisant les données personnelles volées de plus d'1 million d'Américains. 4 accusés ont été arrêtés en Estonie. 7 autres ont été interpellés dans des aéroports américains ou à la frontière mexicaine alors qu'ils tentaient de fuir. Et parallèlement, une autre affaire distincte mais similaire dans l'esprit, Nikolai Bouzolin-Bouz, je ne sais pas. Eh bien, quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. Un citoyen russe a organisé à Houston une fausse campagne liée à du matériel médical. Il a émis des factures pour... C'était un homme ambitieux. Pour 400 millions de dollars. Il a été arrêté par le FBI à l'aéroport de Los Angeles après avoir acheté un billet aller simple pour Moscou. Il fallait acheter un billet aller-retour. Personne ne t'aurait remarqué. Imbécile. Mais tu as pris un aller simple. C'est ça, il a voulu économiser. Cette même vague d'émigration a apporté en Amérique non seulement des escrocs isolés, mais aussi une criminalité organisée structurée. Selon les estimations du ministère de la Justice des États-Unis, il existe dans le pays environ 15 groupes du crime organisé russe, comptant au total entre 5 000 et 6 000 personnes. La plus connue est la Solntsevskaya. Et bien sûr la Bratva, fondée à Moscou à la fin des années 80. Au milieu des années 90, le FBI l'a qualifiée de structure criminelle eurasienne, la plus influente au monde en termes de richesse et d'influence. C'est ce groupe qui, à l'époque, a envoyé son homme. Il s'agit de Yaponchik Vyacheslav Ivankin.
Ivankin s'est rendu directement à Brighton Beach pour contrôler la criminalité organisée russe sur la côte est des États-Unis. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'une mafia russe centralisée avec un seul quartier général. Selon les propres aveux des forces de l'ordre russes, il s'agit d'un réseau de cellules faiblement connectées, spécialement organisées de manière à ce que l'arrestation d'un groupe ne mène pas au dévoilement de toute la structure. Yaroslav Shilkloper, crétin. Shilkloper, citoyen d'Ukraine et d'Israël, a organisé une structure de courtage fictive qui a trompé des investisseurs américains pour des millions de dollars à travers une plateforme de trading frauduleuse. L'argent des victimes était blanchi via des comptes bancaires en Ukraine, Géorgie, Hongrie, Israël, Tchéquie. C'était n'importe quoi là-bas. Oleg Olejnik et Alexandre Yurchik, ce sont des citoyens ukrainiens, géraient un réseau d'agences de recrutement. Eh bien, des agences d'intérim, je suppose, si j'ai bien compris. Dans le sud de la Floride, à travers lesquelles ils blanchissaient de l'argent et trompaient les États, extradés de Thaïlande, ils ont chacun été condamnés à 15 ans de prison. Aliona Oblamska, Olena, je pense qu'elle s'appelle Oblamska, une Ukrainienne, a participé à une pyramide mondiale qui a collecté 340 millions de dollars auprès d'investisseurs du monde entier. Encore une fois en Thaïlande, elle s'y cachait, ils l'ont attrapée et extradée. Si ce sujet vous semble intéressant, mettez un like. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Et si vous voulez une analyse plus approfondie sans tenir compte des algorithmes, eh bien, rejoignez l'abonnement payant à 4 $ par mois. Le lien sera dans la description. Il est important de le dire clairement. Ce n'est pas une caractéristique unique des personnes originaires de l'ex-URSS. Des affaires similaires se sont produites au sein de la diaspora arménienne. Là-bas, en 2010, le groupe de Mirzoyan Tajendi a organisé le vol de données personnelles de milliers de patients de Medicare et a créé 118 fausses cliniques dans 25 États, trompant le système pour 163 millions de dollars. Avant que 73 personnes ne soient arrêtées. Des schémas similaires ont également été observés parmi les groupes roumains et nigérians, chacun ayant sa propre spécialisation, allant de la fraude aux aides alimentaires aux escroqueries sur Internet. Tout groupe ou diaspora comptant plusieurs millions de personnes inclut inévitablement un pourcentage d'individus prêts à exploiter la confiance, la barrière linguistique et la lenteur de la bureaucratie étatique à leur avantage. Il ne s'agit pas de comparer les nations, mais de voir à quel point l'État sait distinguer le bon grain de l'ivraie. Et ici, il faut l'admettre, le système américain Medicare est resté étonnamment vulnérable pendant de nombreuses années. C'est parce que tout reposait sur la confiance et non sur le contrôle. Et maintenant, l'histoire que j'ai promise au début. Alissa Rosenbaum. Elle est née à Saint-Pétersbourg en 1905. Elle a vu la Révolution, elle a vu les bolcheviks exproprier la pharmacie de son père. Elle a vu la faim et la peur que le système soviétique a rendu normale dans la vie quotidienne. En 1926, par chance, elle a émigré aux États-Unis, officiellement pour étudier, mais en réalité pour toujours. Et elle a pris le nom sous lequel le monde entier la connaît aujourd'hui, Ayn Rand. Elle a décrit les romans Atlas à hausser les épaules et La Source, qui sont devenus non seulement de la littérature, mais presque des textes sacrés pour tout un courant de la pensée politique américaine. L'individualisme, la défense du libre marché, le rejet de la contrainte de l'État sur l'individu. Aujourd'hui, ces livres sont une lecture obligatoire pour de nombreux entrepreneurs et hommes politiques américains. Quant à elle, elle est probablement l'une des penseuses les plus influentes du XXe siècle. Elle est née en Russie. Et elle s'est formée précisément grâce à son expérience de fuite d'un système étatiste. C'est, à mon avis, la meilleure métaphore de toute notre histoire. Le traumatisme infligé par le système soviétique. Chez certaines personnes, il se transformait en ruse criminelle. Et chez d'autres, en l'une des plus puissantes défenses philosophiques de la liberté humaine, que l'Amérique ait jamais connue. Si l'on fait honnêtement le bilan, la réponse est évidente. Pour chaque organisateur d'une fausse clinique à Brighton Beach, il y a des centaines, voire des milliers de médecins, d'ingénieurs, de scientifiques, de musiciens et tout simplement de gens qui travaillent dur, qui sont arrivés avec une seule valise et ont construit une vie normale, honnête et productive, offrant à leurs enfants des opportunités dont ils n'auraient même pas rêvé, et qu'ils n'ont jamais eues eux-mêmes en Union soviétique. Les statistiques de criminels font la une précisément parce qu'elles sont l'exception et non la règle. La majorité honnête ne fait jamais la une.
tout simplement parce qu'ils vont tranquillement au travail et vivent leur vie. C'est pourquoi je préfère conclure notre conversation sur la lumière, pas sur l'ombre. L'histoire de l'émigration de l'URSS vers l'Amérique, malgré tous ces épisodes sombres, est l'une des illustrations les plus convaincantes que la liberté fonctionne. Placer une personne talentueuse, avide d'opportunités, dans un système où le travail acharné se transforme en résultat, et non étouffé par la bureaucratie ou la peur, et en une génération, vous obtenez Google, WhatsApp, PayPal. Un ballet de classe mondiale, des échecs au plus haut niveau et la philosophie, qui inspirent encore aujourd'hui des millions de personnes à rechercher la liberté plutôt que des aumônes de l'État. Oui, dans chaque grand fleuve, il y a des déchets. Fermer les yeux serait malhonnête et non professionnel, mais les déchets ne définissent pas le fleuve. Ce qui définit un fleuve, c'est son courant. Ce courant, dans cette vague particulière des migrations, était, et j'en suis sûr, restera orienté vers la création, et non vers la destruction. Si vous souhaitez approfondir non seulement l'actualité, mais aussi les raisons de ce qui se passe dans le monde et dans notre histoire commune en tant que diaspora russophone, alors oui, abonnez-vous à ma deuxième chaîne, Feuille de route vers la liberté. Là-bas, j'aborde des sujets comme celui d'aujourd'hui, mais de manière plus approfondie et plus détaillée. Le lien sera dans la description. En attendant, un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à la prochaine rencontre.